Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, Sorcellerie, épisode 7. Le marché de la place Sator, vaste esplanade pavée devant les portes noires de l'université, donnait de la voix à plein poumon. On prétendait que tout à Ankh-Morpork était à vendre, sauf la bière et les femmes, qui ne faisaient que passer et qu'on se contentait donc l'une et l'autre de louer. On trouvait la plupart des denrées place Sator. Au fil des ans, le marché avait grossi, éventaire après éventaire, au point que les nouveaux arrivants se retrouvaient adossés aux pierres ancestrales de l'université. De fait, elles servaient de support commode pour les pièces de tissu et les étagères de charme. Personne ne remarqua que les portes s'ouvraient. Mais un silence roula hors de l'université et envahit la place noire de monde et tapageuse comme les premières vaguelettes fraîches de la marée sur un marécage saumâtre. En réalité, il ne s'agissait pas du tout de véritable silence, mais d'un formidable rugissement d'antibruit. Le silence n'est pas le contraire du son. Il n'en est que l'absence. Il s'agit là du son qui se trouve de l'autre côté du silence, l'antibruit, et ses décibels ténébreux étouffaient les cris du marché comme une nappe de velours. La foule regardait autour d'elle, l'œil affolé, ouvrait la bouche comme un banc de poissons rouges et avec autant d'effet. Toutes les têtes se tournèrent vers les portes. Quelque chose d'autre s'en échappait, outre la cacophonie de silence. Les étals les plus proches des portes béantes se mirent à glisser tant bien que mal sur les pavés, perdant de la marchandise en route. Leurs propriétaires s'écartèrent à coups de plongeon, tandis que les éventaires heurtaient la rangée suivante et progressaient implacablement dans un raclement pierreux pour tout écraser sur leur passage. Bientôt, une vaste avenue nette et dégagée s'ouvrait sur toute la largeur de la place. Ardroti Grand-Bâton, pourvoyeur de pâtés plein de personnalité, jeta un coup d'œil par-dessus les décombres de son étal, à temps pour voir surgir les mages. Il connaissait les mages, du moins le croyait-il jusqu'à ce jour. Des anciens de l'université, falots, plutôt inoffensifs dans leur genre, des clients toujours disposés à acheter les produits qui lui arrivaient de brader en raison de leur âge avancé ou d'une personnalité trop forte pour tenter la ménagère avisée. Mais Ardroti leur trouvait quelque chose de nouveau à ces mages-là. Ils investissaient la place Sator comme si elle leur appartenait. De petites étincelles bleues leur jaillirent tout autour des pieds. Par certains côtés, ils avaient l'air un peu plus grands. Ou alors, c'était leur façon de se tenir. Oui, c'était ça. Ardroti avait un soupçon de magie dans ses gènes, et ses gènes lui dirent, alors qu'il regardait les mages traverser majestueusement la place, qu'il vaudrait mieux pour sa santé ranger ses couteaux, épis et hachoirs dans son baluchon et déguerpir de la ville dans les 10 minutes. Le dernier mage du groupe, à la traîne derrière ses collègues, considéra la place avec mépris. « Il y avait des fontaines par ici, » dit-il. « Vous autres là, allez-vous-en. » Les marchands s'entre-regardèrent. Les mages parlaient d'ordinaire avec autorité, on s'y attendait. Mais cette voix-ci avait un ton jamais entendu jusqu'alors. Elle était pleine d'aspérité. Les yeux d'Ardroti colissèrent en coin. Des décombres de son étal de coquillages et d'étoiles de mer engelées, tel un ange de la vengeance, chassant de sa barbe divers mollusques et crachant le vinaigre, émergeait Miskin Coble, qu'on disait capable d'ouvrir les huîtres d'une seule main. Des années passées à décoller les berniques de leurs rochers et à lutter contre les coques géantes de la baie d'Ankh l'avaient doté d'un physique qui relevait normalement de la tectonique des plaques. Il se dépliait plus qu'il ne se relevait. Puis il se dirigea d'un pas lourd vers le mage et désigna d'un doigt tremblant les ruines de son éventaire, d'où une demi-douzaine de homards, entreprenants, tentaient résolument de s'évader.
Les muscles s'agitaient autour de sa bouche comme des anguilles en colère. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-il. « Du large, malotru !» fit le mage. 3 mots qui, de l'avis d'Ardroti, laissaient aux collègues l'espérance de vie d'une cymbale en verre. « Je les aime pas, moi, les mages, » fit Coble. « Je les aime pas du tout. Alors je vais t'en coller une, d'accord ?» Il ramena le poing en arrière et frappa. Le mage leva un sourcil. Du feu jaune jaillit autour du vendeur du fruit de mer, et il y eut un bruit de soie déchirée. Et disparut Coble. N'en restait plus que ses chaussures, toutes tristes sur le pavé, d'où montaient des volutes de fumée. Nul ne sait pourquoi il reste toujours des chaussures fumantes, quelle que soit l'intensité d'une explosion. Apparemment, c'est comme ça, voilà. Ardroti avait l'œil vigilant. Le mage lui donna l'impression d'être aussi secoué que la foule, mais il se ressaisit magnifiquement et fit un moulinet de son bourdon. « Que ça vous serve de leçon, à vous autres, » dit-il. « Personne ne lève la main sur un mage, compris ? Va y avoir du changement dans le coin. »« Oui, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Cette dernière question pour Ardroti, qui essayait de se défiler sans se faire remarquer. Il fourragea dans son plateau de pâté. « Je me demandais si votre honneur daignerait acquérir l'un de ces délicieux pâtés en croûte, » s'empressa-t-il de répondre. « Très nourri, regarde-moi bien, homme de pâté de foie, » dit le mage. Il tendit la main, exécuta un curieux mouvement des doigts et fit surgir un pâté du néant. Un pâté pansu, brun doré et merveilleusement luisant. Rien qu'à le voir, Ardroti le savait farci à ras-bord de maigre de cochon premier choix, sans ces grands espaces vides de bon air frais sous la croûte du dessus qui représentait sa marge bénéficiaire, le genre de pâté que les porcelets rêvent de devenir plus tard. Le cœur lui manqua. La ruine de son commerce lui flottait sous le nez, dans une enveloppe de pâte brisée. « Tu veux goûter ?» demanda le mage. « Il y en a plein d'autres, là d'où il vient. »« Je voudrais bien savoir d'où il vient, justement, » dit Ardroti. Son regard se porta, au-delà du pâté rutilant, sur le visage du mage, et il vit dans l'éclat de ses yeux le monde s'écrouler. Il fit demi-tour, anéanti, et se dirigea vers la porte de la ville la plus proche. Comme si ça ne suffisait pas que les mages tuent des gens, songea-t-il amèrement, voilà qu'ils les privaient en plus de leur gagne-pain. Un seau d'eau se déversa sur la figure de Rincevent pour le tirer d'un rêve épouvantable où une centaine de femmes masquées voulaient lui rafraîchir les cheveux à coups de sabre et finissaient par les lui couper au moins en 4. Certains rapprocheraient pareil cauchemar d'une angoisse de castration et l'oublieraient tout de suite. Mais le subconscient de Rincevent savait reconnaître la peur bleue de se faire débiter en petits morceaux quand il en rencontrait une. Il en rencontrait à tout bout de champ. Le mage se mit sur son séant. « Ça va ?» demanda une Conina anxieuse. Les yeux de Rincevent firent le tour du pont en désordre. « Faut voir, » dit-il prudemment. Apparemment, il ne restait plus de trafiquants d'esclaves dans les parages, du moins debout. En revanche, il y avait un grand nombre de membres de l'équipage et ils gardaient tous une distance respectueuse avec Conina. Seul le capitaine se tenait raisonnablement près d'elle, la figure fendue d'un sourire stupide. « Ils sont partis, » dit la jeune femme. « Ils ont pris ce qu'ils ont pu et sont partis. »« Des salauds !» fit le capitaine. « Mais eux ramaient drôlement vite. » Conina grimaça lorsqu'il lui asséna une claque retentissante dans le dos. « Elles se battent plutôt bien pour une dame, » ajouta-t-il. « Ça, oui. » Rincevent se releva, les jambes flageolantes. Le bateau filait joyeusement vent arrière, vers une tache au loin à l'horizon, qui devait être la côte modiale de Clatch. Le mage n'avait pas une égratignure.
il retrouva un peu d'entrain. Le capitaine leur adressa à tous deux un signe de tête chaleureux et s'éloigna rapidement pour beugler des ordres à propos des voiles, des cordages et autres manœuvres. Conina s'assit sur le bagage, qui n'eut pas l'air de s'en offusquer. Il a dit que, pour nous remercier, il va nous emmener jusqu'en Clatch, fit-elle. Je croyais que c'était convenu comme ça, dit Rincevent. Je vous ai vu lui donner de l'argent et tout. Oui, mais il avait dans l'idée de nous capturer et de me vendre comme esclave une fois arrivé. Quoi? Et pas me vendre moi? S'indigna Rincevent avant de grogner. Évidemment, avec ma robe de mage, il n'aurait pas osé. À vrai dire, il se sentait obligé de vous donner en prime, fit Conina, qui triturait avec application une écharde imaginaire dans le couvercle du bagage. Me donner en prime? Oui, comme qui dirait un mage gratuit par concubine vendue. Je ne vois pas ce que des légumes viennent faire là-dedans. Conina le regarda longuement, fixement. Comme il ne se déridait pas, elle soupira et demanda. Pourquoi est-ce que les femmes vous rendent toujours nerveux, vous autres les mages? Pareille insinuation scandalisa Rincevent. C'est la meilleure, fit-il. Apprenez que... Écoutez, je vais vous dire. En réalité, je m'entends très bien avec les femmes en général. Ce sont uniquement celles qui se baladent avec une épée qui me rendent malade. Il réfléchit un moment avant d'ajouter. N'importe qui avec une épée me rend malade si on veut aller par là. Conina s'acharna sur l'écharde. Le bagage fit entendre un grincement de satisfaction. Je sais autre chose qui va vous rendre malade, marmonna-t-elle. On n'a plus le chapeau. Quoi? Je n'ai rien pu faire, ils ont pris tout ce qu'ils ont pu. Les trafiquants sont partis avec le chapeau? Prenez pas ce ton-là avec moi, je ne dormais pas tranquillement en ce moment-là, moi. Rincevent agita frénétiquement les mains. Non, vous vous énervez pas, je ne prenais aucun ton, je veux réfléchir. D'après le capitaine, ils vont sans doute retourner à Alcali, entendit-il dire Conina. Il y a un endroit où les criminels se retrouvent et on pourra bientôt... Je ne vois pas pourquoi on devrait faire quoi que ce soit, l'interrompit Rincevent. Le chapeau voulait échapper à l'université, et ça m'étonnerait que ces trafiquants-là s'y arrêtent un jour prendre un chéri en passant. Vous allez les laisser faire? Les laisser filer avec? Fit Conina, sincèrement étonnée. Faut bien que quelqu'un l'emporte, et je ne vois pas pourquoi ce serait moi. Mais vous avez dit que c'était le symbole de la magie, que tous les mages rêvaient de le porter. Vous ne pouvez tout de même pas le laisser partir comme ça. Alors regardez-moi. Rincevent se rassit. Il se sentait bizarrement surpris. Il prenait une décision. Une décision à lui, en propre. Personne ne le forçait. Il avait parfois l'impression de passer sa vie à se fourrer dans le pétrin à cause de ce que voulaient les autres. Mais ce coup-ci, il avait pris une décision, et voilà. Il débarquerait à Alcali et trouverait un moyen de rentrer chez lui. Il laissait à d'autres le soin de sauver le monde, et il leur souhaitait bonne chance. Il avait pris une décision. Son front se plissa. Pourquoi n'en éprouvait-il aucune satisfaction? Parce que c'est la putain de mauvaise décision à prendre, espèce de crétin. D'accord, songea-t-il. Ça suffit comme ça, les voix dans ma tête. Oust, dehors! Mais c'est ici que j'habite. Tu veux dire que tu es moi? Ta conscience. Oh! Tu ne peux pas laisser détruire le chapeau, c'est le symbole. Ça va, je connais. Le symbole de la magie selon la tradition. La magie entre les mains de l'homme, tu ne veux pas revenir aux ions de ténèbres. Au quoi? Aux ions. Est-ce que je veux dire aux éons? C'est ça, éons. Revenir des éons en arrière, au temps où régnait la magie pure. Tous les jours, toute la structure de la réalité tremblait. Une époque terrible, c'est moi qui me le dis. Comment ça? Je sais ça, moi? Mémoire collective. Mince, j'en ai une. Disons un bout. Bon, d'accord, mais pourquoi moi? Au fond de toi, tu sais que tu es un vrai mage. Tu as le mot mage gravé sur le cœur. Oui, mais
L'ennui, c'est que je tombe tout le temps sur des gens qui s'acharnent à le vérifier, fit Rincevent d'une voix misérable. Vous dites ? Demanda Conina. Rincevent contempla la traînée à l'horizon et soupira. Je me parlais à moi-même, répondit-il. Cardan considéra le chapeau d'un œil critique. Il tourna autour de la table et l'étudia sous un autre angle avant de déclarer enfin. Du bon travail. Vous les avez trouvés où, les octarines ? Ce ne sont que des pierres d'encre, répondit Duzinc. Vous vous y êtes laissé prendre, hein ? C'était un chapeau magnifique. En fait, Duzinc devait le reconnaître. Il avait bien meilleure allure que l'original. Le vieux chapeau de l'archichancelier était cabossé, des fils d'or ternés s'effrangeaient. La copie le dépassait haut la main, elle avait du chic. « J'aime particulièrement la dentelle, » dit Cardan. Oh, « Ça m'a pris un temps fou. Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de la magie ?» Duzinc gigota des doigts et saisit le grand verre frais qui venait d'apparaître en l'air. Sous une ombrelle de papier et une salade de fruits, il contenait un alcool sirupeux et goûteux. « Elle n'a pas marché, » répondit-il. « Apparemment, je n'y arrivais pas. Il a fallu que je couse chaque paillette à la main. » Il prit la boîte à chapeau. Cardan toussa dans son verre. « Ne le rangez pas tout de suite, » dit-il. Et il s'empara du couvre-chef. « J'ai toujours eu envie de voir quel effet. » Il se tourna vers le grand miroir mural de l'intendant et posa respectueusement le chapeau sur ses cheveux à la propreté douteuse. On en était à la fin du premier jour de sorcellerie et les mages étaient parvenus à tout changer sauf eux-mêmes. Tous, ils avaient essayé au calme et quand ils se croyaient à l'abri des regards. Même Duzinc dans l'intimité de son bureau. Il avait réussi à rajeunir de 20 ans et on aurait pu lui casser des cailloux sur le torse, mais dès qu'il cessait de se concentrer, il s'affaissait, à son vif déplaisir, pour retrouver sa silhouette et son âge habituel. Il y a de l'élasticité dans la condition de l'être. Plus on lance loin, plus ça revient vite. Et le pire, c'est l'impact. Les sabres, les masses, les gros et lourds gourdins hérissés de clous passent pour des armes redoutables. Mais c'est de la rigolade auprès de 20 ans qui vous percute soudain à pleine force à l'arrière du crâne. Ceci parce que la sorcellerie n'avait pas l'air d'agir sur ce qui était par essence magique. Cependant, les mages avaient obtenu quelques améliorations sensibles. La robe de Cardan, par exemple, était maintenant un vêtement de soie et de dentelle, d'un mauvais goût excessivement onéreux, qui le faisait ressembler à une grosse gelée rouge emmaillotée de voilettes. « Elle me va bien, vous ne trouvez pas ?» fit Cardan. Il rectifia le bord du chapeau pour lui donner une inclinaison coquine parfaitement déplacée. Duzinc ne répondit pas. Il regardait par la fenêtre. Pour ça, il y en avait eu des améliorations. La journée avait été bien remplie. Les vieux murs de pierre avaient disparu. Les balustrades, plutôt jolies, les remplaçaient désormais. Au-delà, la cité étincelait littéralement en un poème de marbre blanc et des tuiles rouges. Le fleuve Ancre n'était plus l'égout vaseux qu'on avait toujours connu, mais un ruban scintillant transparent comme du verre, où, attention charmante, des carpes grasses nageaient et bâillaient silencieusement dans une eau aussi pure que de la neige fondue. Vue du ciel, Ankh-Morpork devait aveugler. Elle reluisait. Des millénaires de détritus avaient été balayés. Tout ça mettait Duzinc étrangement mal à l'aise. Il ne se sentait pas dans son élément, comme s'il portait de nouveaux habits qui le démangeaient. Mais là n'était pas le problème. Ce monde nouveau était bien joli, exactement comme il devait être, et pourtant, l'avait-il voulu à ce point transformé, songea-t-il, ou seulement mieux adapté ? Je disais, vous ne trouvez pas qu'on le dirait fait pour moi ? Demanda Cardan. Duzinc se retourna, le visage sans expression. Hein ?
Le chapeau, mon vieux. Oh, très adapté. Avec un soupir, Cardan retira le couvre-chef et le replaça délicatement dans sa boîte. On fera mieux de le lui porter, dit-il. Il commence à poser des questions. Moi, ce qui continue de m'inquiéter, c'est où est-ce qu'est passé le vrai chapeau, fit Duzinc. Il est là-dedans, répondit fermement Cardan, qui tapa sur le couvercle de la boîte. Je veux dire, le vrai. C'est celui-là, le vrai. Je voulais dire, c'est celui-là, le chapeau de l'archichancelier, répéta Cardan en détachant ses mots. Vous devriez le savoir, c'est vous qui l'avez fait. Oui, mais... commença pitoyablement l'intendant. D'ailleurs, vous ne donneriez pas dans la contrefaçon tout de même. Pas comme ça. Ce n'est qu'un chapeau, c'est tout ce que les gens croient voir. Ils voient un archichancelier le porter et ils se disent donc qu'il s'agit de l'original. Dans un certain sens, ça l'est. Les choses se définissent par ce qu'elles font. Les gens aussi, bien entendu. C'est même le principe fondamental de la magie. Cardan marqua une pause dramatique et fourra bruyamment le carton à chapeau entre les bras de Duzinc. Cogitum ergot chapeau, comme qui dirait. Duzinc avait particulièrement étudié les langues anciennes et il fit de son mieux. « Je pense donc que je suis un chapeau ?» proposa-t-il. « Comment ?» fit Cardan alors qu'il descendait l'escalier vers la nouvelle incarnation de la grande salle. « Je pense donc que je travaille du chapeau ?» suggéra-t-il. « Taisez-vous, d'accord ?» La brume planait encore au-dessus de la ville. Ses rideaux d'or et d'argent viraient au rouge sang dans les rayons du soleil couchant qui entrait à flots par les fenêtres de la salle. Thune était assis sur un tabouret, le bourdon en travers de ses genoux. Duzinc s'aperçut qu'il n'avait jamais vu le gamin sans. Bizarre, ça. La plupart des mages le gardaient sous le lit ou l'accrochaient au-dessus de la cheminée. Il ne l'aimait pas, ce bourdon-là. Il était noir, non parce qu'il s'agissait de sa couleur, mais plutôt parce qu'il donnait l'impression d'une ouverture portative sur un autre ensemble de dimensions plus déplaisantes. Quoique dépourvu d'yeux, il avait l'air de fixer Duzinc comme s'il connaissait ses pensées les plus intimes. Lui, pour l'heure, il en ignorait encore tout. Des picotements lui coururent sur la peau lorsqu'il s'avança en compagnie de Cardan et sentit la rafale de magie pure souffler depuis la silhouette assise. Plusieurs dizaines de mages, parmi les plus gradés, s'étaient agglutinés autour du tabouret et regardaient par terre avec un respect mêlé de crainte. Duzinc tendit le cou pour voir, et il vit le monde. Il flottait dans une flaque de nuit noire comme incrusté à même dans le sol, et Duzinc sut avec une certitude affreuse qu'il s'agissait bel et bien là du monde, non d'une image ni d'une banale projection. Il distinguait les motifs que dessinaient les nuages et tout. Les étendues désertiques et glacées d'Axland, le continent contrepoids, la mer circulaire, les chutes du record, tout ça en miniature et en couleur pastel, mais néanmoins véritable. Quelqu'un lui parlait. « Hein ?» fit-il, et la chute soudaine de la température métaphorique le ramena brutalement à la réalité. Il s'aperçut avec horreur que Thune venait de lui adresser une remarque. « Pardon ?» se corrigea-t-il. « Je trouvais le monde si beau. »« Notre Duzinc est un esthète, » fit Thune. Un ou deux mages qui connaissaient le sens du mot gloussèrent. « Mais pour ce qui est du monde, on pourrait l'améliorer. Je disais, Duzinc, que partout où l'on tourne les yeux, on voit la cruauté, l'inhumanité et l'avidité, ce qui montre que le monde est mal gouverné, non ?» Duzinc eut conscience d'une vingtaine de regards qui se braquaient sur lui. « fit-il. « Ma foi, vous ne pouvez pas changer la nature humaine. » Silence de mort. Duzinc hésita. « Si ?» fit-il. « Ça reste à voir, » dit Cardan. « Mais si on change le monde, la nature humaine changera aussi. N'est-ce pas, cher confrère ?»« On a la ville, » fit l'un des mages. « En ce qui me concerne, j'ai créé un château.
On gouverne la ville, mais qui gouverne le monde ? L'interrompit Cardan. Il doit y avoir 1000 petits chefs, rois et empereurs de ce disque-là. Et pas un ne sait lire sans remuer les lèvres, dit un des mages. Le praticien savait lire, lui, objecta Duzinc. Sauf si on lui avait coupé l'index, dit Cardan. Qu'est-ce qu'il est devenu, le lézard, d'ailleurs ? Sans importance. Le fait est que le monde devrait sûrement obéir à des sages et à des philosophes. Il a besoin de guides, le monde. On se bat les uns contre les autres depuis des siècles, mais ensemble, qui sait ce qu'on pourra faire ? Aujourd'hui la ville, demain le monde, fit quelqu'un au dernier rang. Cardan approuva de la tête. Demain le monde et... Il calcula rapidement. Vendredi l'univers. Ce qui nous laisse quartier libre pour le week-end, songea Duzinc. Il se souvint du carton à chapeau dans ses bras et le tendit vers Thune. Mais Cardan vola devant lui, s'empara de la boîte dans un mouvement fluide et l'offrit au jeune garçon d'un geste large. « Le chapeau de l'archichancelier, dit-il. Il vous revient de droit, d'après nous. » Thune le prit. Pour la première fois, Duzinc vit l'ombre du doute passer sur sa figure. « Y a pas comme une cérémonie officielle ?» demanda-t-il. Cardan toussa. « Non, fit-il. Non, je ne crois pas. » Il leva les yeux sur les autres mages supérieurs qui secouèrent la tête de gauche à droite. « Non, on n'a jamais eu ça en dehors du banquet, bien entendu. Vous voyez, ce n'est pas comme un couronnement. L'archichancelier, vous voyez, il dirige la confrérie des mages, c'est... » Le débit de Cardan ralentissait peu à peu sous l'éclat du regard doré. « C'est, vous voyez, c'est le premier parmi ses pairs. » Il recula en hâte lorsque le bourdon se déplaça, sinistre, pour se pointer vers lui. Une fois de plus, Thune avait l'air d'écouter une voix intérieure. « Non !» finit-il par dire, et quand il reprit la parole, sa voix produisit cet effet d'ampleur et d'écho que les non-mages ne peuvent obtenir que par le truchement d'une grosse et très coûteuse sono. « Il n'y aura pas de cérémonie. » Il y aura une cérémonie. Il faut une cérémonie. Le peuple doit comprendre que les mages gouvernent. Mais elle n'aura pas lieu ici. Je vais décider d'un autre endroit. Et tous les mages qui ont franchi les portes de cette université y assisteront. C'est compris ? Il y en a qui habitent loin, dit prudemment Cardan. Le voyage va leur prendre du temps, alors quand vous pensez... Ce sont des mages cria Thune. Ils peuvent débarquer en un clin d'œil. Je leur ai donné le pouvoir. D'ailleurs... Sa voix redescendit d'un niveau normal. L'université est finie. Ça n'a jamais été la vraie demeure de la magie, seulement sa prison. Je vais nous bâtir un autre centre. Il retira le nouveau chapeau de sa boîte et lui sourit. Duzinc et Cardan retinrent leur souffle. Mais ils regardèrent autour d'eux. Gauchet, le maître de la tradition, venait de parler et restait maintenant planté là, à ouvrir et fermer la bouche. « Vous ne songez tout de même pas à fermer l'université ?» fit le vieux mage d'une voix tremblante. « Elle ne sert plus à rien, dit Thune. C'est un nid à poussière et à vieux bouquins. Du passé tout ça. N'est-ce pas, confrère ?» Un chœur de marmonnements guère convaincu lui répondit. Les mages imaginaient mal l'existence sans les vieux murs de l'université. Quoique, à la réflexion, il y avait beaucoup de poussière, bien sûr, et les livres n'étaient pas tout jeunes. D'ailleurs, confrère, qui parmi vous a mis les pieds dans votre bibliothèque obscure ces jours-ci ? La magie est en vous maintenant. Elle n'est pas emprisonnée entre des couvertures de livres. N'est-ce pas chose réjouissante ? Y en a-t-il un parmi vous qui n'ait pas fait plus de magie, de la vraie magie, au cours des dernières 24 heures que durant toute sa vie avant ça ? Y en a-t-il eu un seul parmi vous qui, dans son fort intérieur, ne soit pas entièrement d'accord avec moi ? L'intendant frissonna. Dans son fort intérieur, un autre Duzinc s'était réveillé, qui luttait pour se faire entendre. Un Duzinc avec la soudaine nostalgie des jours tranquilles, qui ne remontaient qu'à quelques heures, où la magie était douce, où elle allait et venait dans l'université en traînant ses vieilles pantoufles, trouvait toujours un moment pour prendre un verre de cherry, ne ressemblait pas à une épée portée au rouge dans le cerveau, et surtout
Ne tuez pas les gens. La terreur s'empara de lui lorsqu'il sentit ses cordes vocales vibrer au garde à vous et s'apprêter, contre sa volonté, à exprimer son désaccord. Le bourdon essayait de le trouver. Il le cherchait. Duzinc le devinait. Il le ferait disparaître à son tour, tout comme le pauvre cul-de-bouc. L'intendant serra fortement les mâchoires, mais ça ne servirait à rien. Il sentit sa poitrine se soulever, ses mâchoires grincèrent. Cardan, mal à l'aise, se déplaça et lui marcha sur le pied. Duzinc poussa un glapissement. « Pardon, fit Cardan. Un ennui, Duzinc demanda Thune. Duzinc sautillait sur un pied, soudain libéré, le corps soulagé mais les orteils au supplice, plus content que quiconque dans toute l'histoire du monde, que 110 kilos de magie ait choisi son coup de pied pour s'écraser dessus. Son cri avait apparemment rompu le charme. Thune soupira et se leva. « La journée a été bonne, dit-il